Faites bien de choisir la RTNC pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une ce soir, c'est un géant qui vacille à Mitendi, un pylône haute tension, l'un des plus stratégiques du pays, menacé de s'effondrer avec le risque de plonger 2/3 de la capitale dans le noir. Le pylône numéro 8, colonne du réseau électrique reliant Inga et Zongo à la ville, est aujourd'hui en sursis. Face à la menace, des travaux de lutte anti-érosifs sont lancés. Bras séculier du pouvoir public dans la matérialisation des projets de développement et réinsertion sociale des délinquants à travers une formation dans plusieurs domaines. Le service national compte mettre en valeur le site agricole de Lovo. Sera-t-il le prochain grenier agricole après Kanyama-KCC? La réponse dans un instant. Enfin, démobilisation de 98 ex-combattants du groupe MAPI dirigé par le général autoproclamé Roger Mokili. Ces derniers ont reçu leur carte d'identification dans le cadre du programme du PDD-RCS à Kabarolé en Ituri. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la RTNC pour vous informer. Après New York, où il a pris part à la 80e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a profité de son bref passage à Bruxelles pour célébrer un homme, un policier belge à la retraite. Félix Tshisekedi a décoré l'inspecteur Patrick Boenders au titre d'officier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba pour ses années de service dévoué à la sécurité de la communauté congolaise vivant en Belgique. Un reportage de Blandine Zovo et Kazo Kazadi. Bruxelles, capitale belge et de l'Union européenne, ville cosmopolite et carrefour de culture, cette métropole dynamique compte une plus grande communauté congolaise, installée depuis l'après-indépendance. Ce mercredi 1er octobre, la communauté congolaise célèbre un homme, un policier dont le parcours est intimement lié à l'une des communautés les plus dynamiques de la capitale belge. Pendant ses années de carrière, en tant qu'inspecteur de police affecté au département Afrique, Patrick Boenders, aujourd'hui retraité, est devenu bien plus qu'un simple policier pour les Congolais de Belgique. Un confident, un médiateur et un allié qui a joué un rôle essentiel dans l'encadrement des manifestations publiques à caractère politique. Après lecture de l'ordonnance présidentielle lue par le chancelier des ordres nationaux, attribuant à l'inspecteur Patrick Boenders le titre honorifique d'officier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a décoré au titre d'officier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Au-delà de sa carrière de policier, le chef de l'État a rendu hommage à un homme d'exception dont le professionnalisme, le sens du devoir et la disponibilité n'ont pas d'égal. Par votre professionnalisme, votre sens du devoir et votre disponibilité, vous avez su garantir la sécurité des manifestants et faciliter le bon déroulement des rassemblements, contribuant ainsi à prévenir toute tension. En vous décernant cette distinction, la République démocratique du Congo exprime sa gratitude, non seulement à un homme de mérite, mais aussi à travers lui, au peuple belge, pour l'amitié et la solidarité constamment manifestées à l'égard de notre nation. Je forme le vœu que cet acte symbolique consolide davantage les liens d'estime, de coopération et de fraternité entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Boenders, au nom du peuple congolais, je vous fais officier dans l'ordre national Héros nationaux Kabila Lumumba. Je vous félicite et vous prie de recevoir cette décoration comme témoignage de notre haute considération et de notre reconnaissance. Je vous remercie. Boubouli. Visiblement ému, l'inspecteur Patrick Boenders, affectueusement appelé Bouboul, a fait part de sa profonde reconnaissance au chef de l'État, à travers lui, le peuple congolais dans son ensemble. Durant ces 18 années que j'ai travaillé avec la cellule Afrique, au sein de la police de Bruxelles, bien sûr, j'y ai côtoyé de nombreuses communautés africaines, mais c'est avec votre communauté que j'ai tissé les liens étroits professionnels
et surtout des relations humaines qui m'ont permis d'exercer ma fonction avec tout le respect et la considération que j'ai pour votre grand pays. Cette remise de décoration honorifique me va droit au cœur et me touche d'autant plus que cette initiative vient personnellement de vous. Pour cela, encore une fois, je vous dis, Monsieur le Président, un grand merci. Les manifestations publiques à connotation politique ont souvent des répercussions significatives sur la communauté congolaise en Belgique, tant sur le plan psychologique que social. Une reconnaissance méritée pour un homme qui a su faire de son métier une vocation qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de la communauté congolaise. J'ai des bons souvenirs avec la personne qui a été décorée, parce que lors des manifestations qui se passaient ici à Bruxelles, il a toujours été du côté de l'apaisement. Il laissait les personnes manifester, il essayait d'encadrer les gens, il n'empêchait pas la manifestation. Et ça c'est important parce que c'était vraiment dans la politique belge. Le président qui était un combattant à l'époque, un grand combattant, a pu voir la différence, comment c'était géré quand lui présidait, encadrait les manifestations. On a tous vu la différence et je pense que le président méritait vraiment à faire cet acte-là parce qu'il a été vraiment exceptionnel. Il a laissé les combattants s'exprimer. Moi, il mérite ce qu'il a fait, il n'est pas n'importe qui pour nous, puisque nous étions dans l'opposition plus de 30 d'années et on collaborait ensemble et on travaillait avec lui ensemble. C'est pour cela que moi, je suis fier d'être à côté de lui et pour moi, je l'appelle Congolais. À 69 ans d'âge, aujourd'hui retraité, Patrick Bounders n'est pas seulement un policier décoré, mais un véritable symbole de l'unité et du respect mutuel. En reconnaissant l'impact positif de son engagement auprès de la communauté congolaise vivant la capitale bruxelloise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, envoie un message fort sur le rôle crucial des forces de police pour prévenir l'escalade des tensions et garantir le droit de manifester pacifiquement. Je l'ai dit tantôt, le pylône numéro 8 qui comprend 3 lignes haute tension, Inga-Kinshasa et Zongo-Kinshasa est menacé d'effondrement et pour cause des têtes d'érosion de Madikita au quartier Mitendi avance. 2 tiers de la ville de Kinshasa risquent de plonger dans le noir. Le ministre des ITPR, John Banza, et son collègue des ressources hydrauliques qui se sont fait accompagner du directeur général de la SNEL viennent de lancer les travaux de lutte anti-érosive. Un reportage d'Yvette Makutima, Fiston Wavingana et Cédric Kenina. La chute d'un des pylônes peut entraîner d'autres. L'image est effroyable. Les pylônes haute tension numéro 8 de la SNEL SA est menacé d'écroulement au niveau des Mitendi suite à des têtes d'érosion des Madikita. Cette structure métallique de transport de l'énergie électrique comprend 3 lignes, notamment la ligne 400 kV qui va de la centrale hydroélectrique d'Inga vers les postes de Kimwenza, exploités en 220 kV, mais aussi la ligne 132 kV qui part de la centrale hydroélectrique des Zongo 2 pour alimenter les postes de Mitendi et Badiadingi. Une fois à terre, 2 tiers de la ville de Kinshasa sera plongée dans le noir. Et pour éviter ces drames, le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère des Infrastructures, Travaux Publics, a mis les grands moyens. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banzalunda, vient de lancer les travaux de lutte anti-érosive. Des travaux qui vont durer en somme 6 mois, et ce, en présence de son collègue des ressources hydrauliques et électricité, Molendo Sakombi, qui s'est fait accompagner par le directeur général de la SNEL SA, ingénieur Teddy Luamba. Nous avons pris nos responsabilités pour protéger ces pylônes. On va utiliser les techniques les plus avancées pour que nous sortions de la zone du danger très rapidement. Et donc nous sommes en train de suivre l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a demandé, comme membre du gouvernement, d'être solidaires pour trouver les solutions aux problèmes des Congolais. Il est plus qu'urgent d'anticiper sur une éventuelle catastrophe qui pourra plonger Kinshasa, du moins une bonne partie, dans le noir.
Passation de pouvoir à l'Assemblée nationale, Dominique Monongo a officiellement cédé ses fonctions de rapporteur adjoint à Jacques Njoli hier mercredi lors d'une cérémonie de remise-reprise au Palais du Peuple. Un moment marqué par la signature des documents officiels et la remise symbolique des clés. Un reportage de Blaise Bokokia. Cérémonie officielle de remise et reprise ce mercredi 1er octobre 2025 à l'Assemblée nationale entre la députée nationale Dominique Monongo Inamizi, ex-rapporteur adjointe, et le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Thioli Sengekeli. Les deux personnalités se sont livrées à la paraphe et à la signature de quelques documents importants. Juste après, le rapporteur sortante de l'Assemblée nationale, Dominique Monongo Inamizi, a exprimé sa gratitude auprès de Jacques Thioli Sengekeli et dit avoir beaucoup appris auprès de cette grande figure politique et scientifique. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Thioli Sengekeli, a indiqué que c'est un grand honneur de travailler avec vous en termes de compétences et humanisme. L'occasion faisant les larrons, Dominique Monongo Inamizi a également remis les clés de son bureau et de tout le chawa automobile de l'Assemblée nationale qui était à sa disposition entre les mains du secrétaire général de cette deuxième institution. Ce dernier a à son tour remis toutes les clés au chef de cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale. Pour rappel, c'est le 22 septembre 2025 que la députée nationale Dominique Monongo Inamizi avait démissionné de ses fonctions de la rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale après avoir fait partie de 5 membres du bureau de la Chambre basse du Parlement visés par des pétitions. Judith Souminois a renouvelé sa loyauté au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce jeudi, elle a posé sa signature sur l'acte d'engagement à la vision du président de la République à l'Union sacrée de la Nation. Robert Béchisensé. La signature de la charte et du règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation restera aux yeux des acteurs politiques congolais, de chefs de regroupements et partis politiques, un acte symbolique. Ce 2 octobre 2025, la première ministre et chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka, a posé sa signature sur ces deux documents essentiels de l'Union sacrée de la Nation, adoptés à l'unanimité au deuxième congrès extraordinaire du mois d'août dernier, tout en réaffirmant sa loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. À travers cet acte, je renouvelle mon engagement à l'Union sacrée de la Nation, ainsi que mon soutien et ma loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après elle, chaque membre du gouvernement a exprimé son engagement envers les valeurs de la charte et du règlement intérieur. Le ministre des Infrastructures, John Lunda, rend un hommage mérité au garant de la nation pour la modernisation du pays. Nous venons signer pour marquer notre engagement d'accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le chef de notre grande famille, l'Union sacrée de la Nation. Le ministre délégué aux Affaires étrangères, Crispin Mbadou, salue la vision éclairée du chef de l'État, imprimée dans le pays grâce à laquelle sa diplomatie porte des fruits. Nous venons pour réitérer et renouveler notre loyauté à notre autorité morale, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République, le diplomate en chef. Le ministre des Postes et Télécommunications, José Mpanda Kabangou, en signant cette charte, est un témoignage clair du renouvellement de sa loyauté envers le garant de la nation. Et en tant que membre du gouvernement, nous sommes dans sa vision, dans son leadership, mais également féliciter le secrétaire permanent de l'Union sacrée pour le travail qu'il a bâti, puisque cette fois-ci, tous les membres du gouvernement et même tous les acteurs de l'Union sacrée qui ont comme vision Félix Antoine Tshisekedi sont ensemble. Toutes les personnalités écrivent une belle histoire de la République démocratique du Congo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation.
Sachez aussi que la chef du gouvernement est déterminée à relancer le port fluvial de la ville du Congo central qui est en faillite. Pour la journée de hier, mercredi, Judith Souminois a commencé sa journée par une visite dans les installations portuaires de Boma où elle a promis de relancer l'économie locale. À Kwilungongo plutôt, elle a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Kwilungongo et Kimpangu. Regardez. Le port de Boma, autrefois considéré comme l'un des poumons économiques de la RDC, est aujourd'hui en déclin. Na Boma, en général, uranium na biso eza port, diamant na biso eza port, coltan eza port. Biso eloko tosenga na Boma mpona port à Boma, bazongisa trafic à Boma ndenge ezalaka na kala. C'est clair, vous voyez vous-même, le port de Boma qui faisait la fierté du Congo central hier, aujourd'hui, il est devenu un désert. La chef du gouvernement, Judith Souminois Toulouka, a entamé sa journée de mercredi par une visite dans ce port et a pris l'engagement ferme de poser des actions concrètes en vue de relancer les activités. Dans cette même dynamique, la première ministre a annoncé que le gouvernement lancera un dialogue avec les partenaires privés, notamment ceux du secteur brassicole, en vue de la réouverture des usines à l'arrêt. Elle a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à garantir la stabilité du taux d'échange. Nous avons décidé au Conseil de ministres du retour des services au port de Boma. Je veux réaliser cette promesse selon les recommandations du chef de l'État et je suis prête à signer les décrets une fois les dispositions techniques sont réglées. Clôturant sa visite à Boma, Judith Souminois Toulouka a inspecté les nouveaux bâtiments des cliniques universitaires de la ville. Pas de répit pour la chef de l'exécutif central. Toujours ce mercredi, en début de soirée, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, la première ministre s'est rendue à Kwilungongo, où elle a procédé au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de la route nationale 115 reliant Kwilungongo à Kimpangu sur une distance de 100 km dans les territoires de Mbanzangungu. Profitant de son passage, elle a appelé la jeunesse congolaise à rejoindre l'armée et la police dans le cadre de la campagne Congolais Téléma. Je demande aux courageux d'intégrer l'armée et la police pour défendre notre pays qui est agressé. Sur le chemin du retour vers Kinshasa, la chef du gouvernement Judith Souminois Toulouka s'est également arrêtée à Kisantu pour écouter les préoccupations des habitants de cette agglomération et envisager des solutions appropriées. Une séance de travail s'est tenue entre le vice-premier ministre en charge de transport et de communication et les experts nationaux. L'objectif était d'évaluer les causes des naufrages récurrents sur le fleuve Congo. Des mesures fortes ont été prises pour sécuriser les usagers. Il s'agit du port obligatoire, des gilets de sauvetage et le contrôle rigoureux des unités flottantes. Pierre Mbouillou pour ce reportage. Le gouvernement de la République s'en vante en guerre contre toutes les unités flottantes de fortune, dont les bateaux, baleinières et autres embarcations construites en bois qui naviguent et flottent sur le majestueux fleuve Congo et tous ses affluents. Cette matière transversale était au cœur d'une importante séance de travail que le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé l'intention des services étatiques concernés, des associations des armateurs, des propriétaires des baleinières et des constructeurs des unités flottantes qui exploitent les avantages qu'offrent ces grands boulevards naturels que le bon Dieu a dotés à la République démocratique du Congo. Dans une socialisation dissuasive, le patron national des transports a rappelé l'importance du respect strict des mesures arrêtées par le gouvernement en octobre 2024, avant d'annoncer des mesures coercitives et draconiennes pour plus de sécurité des usagers fluviaux et lacustres congolais. Commencez par exiger le port du gilet et la bouée de sauvetage. Tant qu'il n'y a pas de gilet, vous ne démarrez pas, c'est tout, vous n'embarquez pas. Ça, c'est le minimum des minimums. Alors, puisque vous n'écoutez pas, et dans les statistiques, ce sont tous les baleinières, on va les supprimer.
On va aller vers ça. Il faut sensibiliser vos membres d'arrêter de jouer avec la vie des gens. Et bon, que ça message partout que mécanisme soutien. C'est vraiment de l'inconscience. Et bino propriétaire. Kolo ya baleinière en bois, il faut que Dans l'appropriation des dites mesures, les différentes corporations et associations, des experts du secteur fluvial et lacustre congolais ont soumis à l'intention du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba les multiples revendications à même de mettre fin aux tracasseries des différents services le long des voies de communication fluviales et lacustres en République démocratique du Congo. Et à réserver une oreille attentive à toutes ces revendications, Jean-Pierre Bemba leur a promis une suite positive lors des prochaines réunions et séances de travail. Et puis ce communiqué, l'ONATRA SA désire renforcer son personnel par des ingénieurs civils en construction navale, en électricité, en électronique et en mécanique. Les personnes intéressées par cette offre sont priées de déposer leur dossier de candidature au secrétariat du département des ressources humaines de l'ONATRA SA, situé 677 boulevard du 30 juin à Kinshasa-Gombe. Le dossier de candidature doit comprendre les pièces ci-après: lettre de motivation, curriculum vitae, copie de diplôme d'ingénieur civil, copie d'une pièce d'identité, carte d'électeur, permis de conduire ou passeport en cours de validité. Ne sont pas admises les candidatures des personnes âgées de plus de 45 ans. Les candidatures féminines sont encouragées. La date limite de réception des dossiers est fixée à 30 jours à compter de la date de publication du présent communiqué. C'est un communiqué signé Martin Lukusa Chibangu, directeur général de l'ONATRA. Près de 500 hectares pour ériger un nouveau Kanyama KCC dans le Congo central. Le service national s'y emploie et compte déployer un important lot des matériels agricoles sur le site de Lovo dans le Congo central. Un défi logistique énorme qui nécessite un important investissement du gouvernement. Cédric Kenina était témoin de l'événement. Vu du ciel, il s'agit d'un paysage de carte postale, d'une terre prête à germer et à donner les meilleurs produits de la terre qui existe. Nous sommes à Lovo, dans le Congo central, un site du service national qui ne demande nulle autre chose, si ce n'est l'exploitation agricole. Les engins sont déjà à l'œuvre pour une démonstration sur cet espace de près de 500 hectares. Le commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabouik, tâte les sols fertiles de Lovo, mais qui ne reçoit pas assez de pluie. Et pour cause, les microclimats qui impactent le travail de la terre. Il n'y a pas beaucoup de pluie. Pour avoir de très bons rendements, il faut l'irrigation. Or, l'irrigation, c'est plusieurs millions de dollars. Un défi à relever, d'autant plus que Lovo est à une centaine de kilomètres de Kinshasa et à près de 40 kilomètres pour accéder à la nationale numéro 1 via Kimpese. Donc, si on produit ici rapidement, on peut amener à Kinshasa. Nous sommes à 210 km de Kinshasa. Facilement. Un plaidoyer est donc lancé auprès du gouvernement de la République. Il faut réparer d'abord la route de Kimpese jusqu'à là-bas, 160 km. Et acheter un grand bac d'une capacité même de 100 tonnes, on jette, on met sur le fleuve. Non loin de Lovo, la cité de Kimpese abrite un atelier de menuiserie du service national qui, du reste, rythme la vie au bruit assourdissant, mais utile. L'objectif pour le service national est donc de construire dans chaque province, chaque chef-lieu, un atelier de menuiserie pour alimenter en bancs, écoles, instituts supérieurs et universités. Garantir une administration plus juste et plus efficace, le sujet était au centre des échanges entre le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, et son collègue de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Les deux membres du gouvernement ont fait le point sur l'assainissement du fichier des agents publics, notamment la mécanisation des agents non rémunérés. Reportage. Se plaçant dans la continuité des échanges initiés avant le dépôt du budget 2026, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a été reçu par son collègue du budget Adolphe Muzito Fumutsi pour faire le point sur l'asservissement du fichier des agents publics de l'État. L'objectif poursuivi est de garantir une administration plus juste et efficace avec la mécanisation des agents de l'État non rémunérés. Nous avons reçu des instructions fermes de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que de la chef du gouvernement, pour que nous puissions très rapidement prendre en compte cette problématique, parce qu'on ne peut pas redresser l'administration publique
On ne peut pas avoir des services publics de qualité avec des fonctionnaires non motivés. Donc ici, nous sommes en train de réorganiser les choses pour que nous puissions renforcer les capitaux humains, réorganiser les services et, in fine, améliorer la qualité du service public. Parmi les autres mesures qui étaient au centre des échanges figurait la prise en charge des frais funéraires des fonctionnaires ainsi que le renforcement du fonctionnement des syndicats à travers un mécanisme de cotisation sociale. Dans l'optique de matérialiser les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les vice-premiers ministres en charge du budget et de la fonction publique s'activent pour garantir une administration plus équitable, capable de corriger les injustices sociales et de répondre aux attentes des agents de l'État. À partir de janvier 2026, de nouveaux impôts seront imposés à tout opérateur économique. Il s'agit de l'impôt sur la société et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'annonce a été faite par le ministre des Finances, Doudou Famba, aux membres de la Fédération des entreprises du Congo. Sylvie Mwembo, Ibrahim Chako, c'est un reportage justement qui est rendu par Eric Kabamba. Dès son entrée en fonction en 2024, le ministre avait affirmé sa volonté de maintenir une oreille attentive aux préoccupations du secteur privé. Raison de la tenue de ces échanges avec la Fédération des entreprises du Congo, principale organisation patronale du pays. Devant le membre de la FEC, Doudou Famba, démontrer toutes les réformes fiscales, douanières et parafiscales déjà entreprises, parmi lesquelles la facture normalisée destinée à améliorer la collecte de la TVA et la lutte contre la fraude fiscale. Le ministre des Finances a aussi fait une grande annonce, celle de l'instauration dès janvier 2026 de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques qui marqueront une étape décisive vers plus de justice fiscale. Dans ce même esprit, le ministre a aussi annoncé la mise en place imminente de la Commission nationale des médiations fiscales. Une commission qui interviendra notamment en cas de litige entre l'État et les assujettis afin de promouvoir le dialogue, la transparence et une réforme fiscale inclusive. Ces genres de réunions et échanges se tiendront désormais chaque trimestre. Doudou Famba a également confirmé la tenue avant la fin de l'année 2025 d'un forum sur la politique fiscale en RDC. Un forum qui permettra d'évaluer sans complaisance le système fiscal, d'identifier ses forces et faiblesses et de définir des bases solides pour bâtir un système plus performant, transparent et équitable. Je l'ai dit au sommaire, au total, 98 ex-combattants du groupe armé MAPI, dirigé par le général autoproclamé Roger Mokili, ont été officiellement démobilisés ce week-end à Kabarolé, dans la province de l'Ituri. Ces anciens miliciens ont reçu leur carte d'identification dans le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Peggy Mukunda. Il se poursuit à Bunia et à Kabarolé, dans la province de l'Ituri, les opérations de démobilisation. Au total, 98 ex-combattants du groupe MAPI du général autoproclamé Roger Mokili, dont une femme, viennent d'être démobilisés à Kabarolé en Ituri. Le coordonnateur national du PRDRCS, Jean Desdieux, Désiré Ntangatita, qui met en œuvre les programmes selon la vision du chef de l'État, a procédé à cette cérémonie officielle, occasion pour lui d'expliquer à ces démobilisés l'importance de la carte d'identité qui est une pièce unique et authentique qui leur permettra de bénéficier des projets de réinsertion. Je vais expliquer que c'est le numéro unique qui identifie les démobilisés. Ensuite, date de naissance. Je veux dire la date de naissance de la personne qui se retrouve sur toutes ces pièces d'identité. Le général autoproclamé du groupe MAPI, Roger Mokili, appelle ceux qui sont encore en brousse à suivre l'exemple et à se rendre. Ce processus s'éteindra à d'autres localités de l'Ituri où les ex-combattants qui se sont rendus dernièrement et ils seront identifiés biométriquement, a martelé le coordonnateur provincial ad intérim du PRDRCS en Ituri, Flori Kitoko.
Et en nouvelle, sachez que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a remis ce jeudi un lot de 96 jeeps, dont 70 véhicules pour la police nationale congolaise, 12 pour les administrateurs du territoire et les commissariats provinciaux des provinces de Lomami et Sankourou, 5 à l'ANER, 5 à la DGEM, un véhicule à la commission permanente des frontières, un autre véhicule à la commission de contrôle des armes légères et petits calibres. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est à Kinshasa pour l'évaluation des projets nucléaires congolais. À cet effet, la ministre Marie-Thérèse Sombo réitère l'engagement du gouvernement congolais pour les nucléaires à des fins pacifiques. Alain Bikaï. Cette mission fait suite à la participation de la République démocratique du Congo à la 69e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, où la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, professeure Marie-Thérèse Sombo, avait porté la voix du gouvernement congolais. Dans son adresse à Vienne, la ministre avait lancé un appel fort aux partenaires de la RDC afin de soutenir la construction d'un centre régional de recherche nucléaire et à des fins pacifiques, avec un accent particulier sur la recherche en cancérologie. C'est dans cette dynamique qu'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est arrivée à Kinshasa et travaille en étroite collaboration avec le commissariat général à l'énergie atomique pour définir les modalités pratiques de mise en œuvre. Le projet des rayons de l'espoir sont une initiative qui avait été lancée par le DG de l'AIEA qui vise à doter les pays à revenus moyens et intermédiaires de structures pour le diagnostic et le traitement du cancer. Alors eux, ils sont venus pour évaluer sur le terrain et avec les parties prenantes l'état de préparation du projet en vue d'un financement qu'on pourrait décrocher si tout va bien d'ici à la fin de l'année. Cette mission d'évaluation, appuyée notamment par les fonds de l'OPEP en République démocratique du Congo, devrait ouvrir la voie à plusieurs retombées positives pour les secteurs nucléaires congolais, tant sur le plan scientifique que médical. Proclamée par l'ONU, la Journée internationale des personnes du troisième âge a été célébrée le 1er octobre de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser le public aux défis rencontrés par les personnes âgées, à promouvoir leurs droits et reconnaître leur contribution au sein de la société. Chimène Dondo. Les vieillards sont à l'honneur en cette journée internationale qui leur est dédiée. Une cérémonie empreinte d'émotion et de respect rythmée par des témoignages, des gratitudes envers ces hommes et femmes qui représentent la mémoire vivante de la communauté. L'événement a pris une dimension particulière avec la participation de la ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba Massoudi. Son message a mis l'accent sur la place incontournable des aînés dans la société congolaise et sur la nécessité de renforcer les actions en faveur de leur protection et leur bien-être. Entre chants, danse et partage, la célébration a aussi été l'occasion de rappeler la valeur de la solidarité intergénérationnelle, socle d'une société plus juste et inclusive. À travers cette commémoration, l'hôpital de Cabinda a rendu hommage vibrant aux personnes de troisième âge, tout en réaffirmant l'engagement des autorités à promouvoir une meilleure prise en charge des aînés, garant de l'histoire et de la sagesse collective. Signalons que la Mineta a clôturé sa journée par de visites de quelques hommes de vieillards de la ville-province Kinshasa. Et de son côté, la ministre déléguée à l'Environnement a lancé le projet Clean Breeze, une initiative ambitieuse de l'entreprise zambienne Lukwel, en présentant ce programme de 195 millions de dollars américains. Arlette Bahati a incité sur l'urgence et l'opportunité que représente la valorisation des déchets pour la RDC. Sandra Nyangui.
Transformer les déchets en énergie propre et en bio-engrais pour booster la production agricole, c'est tout l'enjeu du projet Clean Brazer présenté à Kinshasa par l'entreprise zambienne Lukwel. La ministre déléguée à l'environnement Arlette Bahati-Tito a lancé les échanges autour de ce méga projet d'une durée de 5 ans qui prévoit de traiter 500 000 tonnes de déchets organiques par an, de fournir de l'énergie renouvelable à plus de 100 000 ménages et PME et de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. D'un coût global de 195 millions de dollars, le projet démarre à Kinshasa avant de s'étendre dans d'autres provinces du pays. Pour la ministre déléguée, les tonnes de déchets produites chaque jour représentent une véritable mine d'or à condition d'être transformées. Une telle initiative, si elle se concrétise, contribuera directement à la réussite du programme d'action du gouvernement 2024-2028 pour la matérialisation de la vision du chef de l'État. Le projet du gouvernement central de construction des maisons sociaux prend de plus en plus corps. Le directeur général de l'agence congolaise de promotion immobilière, Mika Kayembe, a conduit une délégation dans la ville de Kisangani, retenue comme province pilote. Jacques Mégy et Patrick Kachala. Mika Kayemba Mukeba, à la tête d'une importante délégation, le DG a posé ses valises à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, dans le cadre d'une mission cruciale pour l'avenir du logement social. Dès son arrivée, Mika Kayemba Mukeba a présidé une réunion technique clé en présence du ministre provincial de l'urbanisme et habitat. Au cœur des discussions, l'entreprise Congo-Océan, adjudicataire du marché pour la construction de maisons sociales. Un passage obligé pour s'assurer de l'alignement et du lancement effectif de travaux. La mission s'est ensuite poursuivie par une série de séances de travail avec les autorités provinciales. Avec le vice-gouverneur Didier Lomoyo Itekou, il a été question d'évaluer concrètement la mise en œuvre du projet gouvernemental, un dossier prioritaire tant pour l'exécutif national qu'est provincial. Donc nous venons de résoudre les problèmes de logement et c'est pour le bien de la province. C'est ainsi que l'autorité provinciale nous a assuré qu'elle prendra toutes les dispositions afin que les sites soient vides. Mais aussi, nous demandons à tous les Chopolais de soutenir ces projets parce qu'il va dans leur intérêt. Et nous avons demandé à l'entreprise chinoise de recruter la main-d'œuvre locale et d'assurer le transfert de technologies pour que les Chopolais qui seront formés soient utiles à la mise en œuvre du vaste programme de construction de logements à travers non seulement la province de la Chopo, mais toute la République démocratique du Congo. Un soutien de taille s'est manifesté à l'Assemblée provinciale. Son président, Mathéus Kanga Lodimo, faisant preuve d'un pragmatisme remarquable, a promis et s'est engagé à accompagner la COPRIM jusqu'à la matérialisation effective de ces projets hautement cruciaux, une convergence des vues indispensable pour garantir la réussite. Et puis la réforme foncière en RDC franchit une nouvelle étape. La ministre des Affaires foncières était en consultation avec les partenaires techniques et financiers. L'objectif est de moderniser le secteur et prévenir les conflits liés à la terre. Tété Bongunja pour ce reportage. La modernisation du secteur foncier et la prévention des conflits liés à la terre, voilà ce qui a été au cœur des échanges entre la ministre des Affaires foncières, Onej Ntsele, et le représentant régional d'ONU Habitat, Claude Albert Mondehe Ngomsi. Il était question que nous puissions lui faire le point de ce que nous avons mené jusqu'à ce jour, mais également l'écouter pour avoir ses priorités et les orientations qu'elle voudrait bien donner dans cette dynamique, donc non seulement de l'accompagnement, de la mise en œuvre de la dite réforme foncière à travers ses piliers. Depuis plusieurs années, l'agence onusienne appuie la RDC, notamment à travers le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, qui intervient dans la gestion des conflits fonciers autour des redevances foncières. Onej Ntsele n'entend pas s'arrêter là. Fidèle à sa méthode d'ouverture et des concertations, la ministre des Affaires foncières a également échangé avec le chargé d'affaires ad intérim de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Fabrice Basile. L'Union européenne, quant à elle, s'est dit disposée de soutenir la modernisation du cadastre et de la gestion foncière
un secteur vital pour l'économie de la République démocratique du Congo, les infrastructures et la protection des forêts. C'est appréciable de voir une ministre avec une idée et des perspectives de réforme. Nous avons discuté des perspectives éventuellement de coopération afin de pouvoir améliorer la législation en vigueur. Une réunion technique avec les experts européens est déjà prévue pour définir les modalités concrètes de ces soutiens. Toutes ces rencontres rentrent dans le cadre de la réforme foncière en République démocratique du Congo, tel que le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision. Bouclons ce journal avec le président de la République en sa qualité de champion de la masculinité positive. Son Altesse royale, la duchesse de Édimbourg, Sophie, a été reçue par le président de la République, Félix Tshisekedi. Une visite qui entre dans le cadre des violences faites à la femme à l'occasion du 25e anniversaire de la résolution 1325. Reportage. Les violences faites à la femme ne devront pas rester impunies et leurs auteurs devront être poursuivis en justice à la lumière de la résolution 1325 des Nations Unies. C'est dans cet esprit que Son Altesse royale, la duchesse de Édimbourg, Sophie, a été reçue ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni, fait le point. Cette visite, cette audience avec son Excellence le Président chef de l'État vient dans le cadre de la 10e visite de Son Altesse royale, la Duchesse d'Édimbourg, à la demande du gouvernement britannique, dans son rôle de champion de l'agenda femmes, paix et sécurité, avec le 25e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça vient à la fin d'une visite qui a duré 4 jours ici en RDC, à l'est du pays, où Son Altesse royale a rencontré des femmes bâtisseuses de la paix à Beni, à l'est du pays, et aussi à Kinshasa. Aussi, elle s'est rencontrée avec des survivantes de la violence sexuelle basée sur le genre et liée au conflit de la RDC. L'échange avec le président, c'était pour faire des réflexions sur ce que Son Altesse a entendu de la souffrance des femmes, des enfants, et aussi de voir le rôle des femmes comme bâtisseurs de paix, comme le président avec son rôle de champion de masculinité positive pour lutter vraiment contre ce fléau de violence contre les femmes et les enfants. Son Altesse a encouragé les chefs de l'État dans sa vision de promouvoir la masculinité positive. Voilà qui met fin à ce journal, rédigé par Gauthier Kassi, sous la direction et supervision de Jacques Kabwabwa. Mireille Ndeke était à la coordination, Patrick Bapuila et Jonathan Moubalama l'ont réalisé à la prise de vue.